L'épopée des maîtres en bois à Ville-sur-Verdey remonte aux environs des années 1850. À l'origine, on pense que de nombreuses personnes ont fabriqué des maîtres individuellement. Qui se souvient? Qui se souvient du passé glorieux de ce petit village, sis aux confins de l'Aube et de la Haute-Marne? Et pourtant, cette histoire n'est pas si ancienne, qui fit de Ville-sous-la-Ferté la capitale improbable du fameux maître pliant en bois. Pour fabriquer des maîtres, deux éléments essentiels sont nécessaires, l'eau et le bois de charme. À Ville coule la rivière l'Aube et le charme recouvrait la majeure partie des forêts environnantes. Je suppose qu'ils devaient en utiliser quand même de nos forêts parce que quand il y avait des coupes à vendre, au moment de la vente des coupes de bois, ils achetaient les coupes sur pied. Puis ils les faisaient, c'était des bûcherons qui abattaient les arbres et après ça, ils étaient rentrés à la scierie pour les débiter, les laisser sécher plusieurs années. On faisait les entailles à la hache. Après, on a eu des scies américaines. Ben, oui, mais on pouvait tirer un de chaque côté, le passe-partout aussi. Et après, on s'est mis avec des tronçonneuses, à deux, avec un moteur de 4 chevaux dessus. Que fut donc le passé rayonnant de ce territoire, dont la mémoire nourrit à présent la volonté de ses habitants de le débarrasser des poussières du temps et de rebâtir sur ses fondements un avenir plein de promesses. Ça se développe par la création de 3 entreprises, les 3 entreprises qu'on a connues jusque dans les années 1980. La première, c'est Thévenard Berthold. On a l'entreprise Layet-Sheps, qui elle remonte à 86, et puis Chantraine Frères. L'essentiel était la fabrication des mètres, mais les 2 usines de mètres, qui étaient Thévenard d'une part, Layet-Sheps de l'autre, fabriquaient en plus des mesures métriques qu'on appelait, c'est-à-dire des mètres de couturière, des mètres forestiers. Ils ont fabriqué aussi des toises, des fausses équerres. Et l'entreprise Chantraine, elle, fabriquait plus des règles d'école, des double décimètres, triple décimètres de différentes formes, et voilà. Ils arrivaient ici avec le tronc entier, ils enfilaient le tronc jusqu'au bout, ça allait jusqu'à la rivière, et il y avait des machines qui coupaient les côtés pour enlever l'écorce. Voilà, c'était la première opération, c'était ça. Alors après, ça passait dans la salle des machines avec des scies qui travaillaient le bois, qui le faisaient de plus en plus petit, jusqu'à obtenir des planchettes dans lesquelles ils allaient ils allaient faire les doubles décimètres. Voilà. C'est les 3 entreprises qui ont permis le développement des fabriques de mètres et dérivés à Ville-sur-Verdey. Ils vendaient partout en France, mais ils exportaient dans le monde entier. Ils ont exporté, alors en Europe bien entendu, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Italie, Europe de l'Est, la Russie, la Turquie, aux Amériques, Canada, États-Unis, Amérique du Sud, l'Argentine, le Venezuela, le Chili, le Brésil, Haïti, et puis en Afrique, l'Algérie, le Togo, et puis Madagascar, entre autres, parce que je pense que j'en oublie encore. En dehors des agriculteurs, en dehors des commerçants et artisans, et des personnels de l'administration pénitentiaire, toutes les familles avaient un, voire plusieurs membres qui travaillaient dans ces entreprises. Je pense que les hommes travaillaient aux forges de Clermont, aux forges de Saint-Bernard,
et les épouses, les femmes, travaillaient aux usines de Metz. Moi, je me rappelle, étant gamin, les voir venir en bicyclette depuis Clairvaux, depuis les forges, jusqu'aux usines de ville, quoi. Les forges remontent à l'époque de Saint-Bernard, puisqu'elles ont été créées par Saint-Bernard. Et puis, il y avait les usines de Chaux, et puis les usines de Maître. Elles se sont ensuite développées au fil du temps, au fil des années, mais ça a permis aussi le développement du commerce. Dans les années 50, 1950, à Ville, il y avait 3 commerces alimentaires. Il y avait une boulangerie-pâtisserie, il y avait une fromagerie, il y avait un coiffeur, il y avait un pharmacien, il y avait un dentiste, il y avait un médecin, et puis tous les artisans possibles, plusieurs maçons, menuisiers. Ainsi, au début des années 70, la fabrique de Maître en bois de Ville-sous-la-Ferté emploie 70 personnes qui produisent jusqu'à 19 000 pièces par jour. Mais cette dynamique florissante, qui voit alors une modeste entreprise artisanale rurale faire jeu égal avec les plus grosses industries nationales, cette dynamique va s'affaiblir puis se tarir. En juillet 2011, alors que son effectif ne compte plus que 6 salariés, la société Thévenard Jacob ferme définitivement ses portes, abandonnant le territoire aux méfaits d'un marasme économique violent et impitoyable. Est-ce que le développement industriel s'est fait un peu tardivement? C'est-à-dire, est-ce que l'achat, le remplacement des ouvriers par des machines beaucoup plus performantes a été trop tardif? Est-ce que la concurrence interne entre les usines locales a été trop importante? Une chose est sûre, c'est que la création du mètre à ruban et aujourd'hui le mètre laser a sérieusement concurrencé le mètre en bois. Aujourd'hui, des commerces, il n'y en a plus. Il y a une boulangerie et encore c'est un dépôt de pain. Il existe encore la pharmacie, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus de dentiste, il n'y a plus de coiffeur. Alors il y a encore des artisans, des électriciens, plombiers, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a plus de fromagerie, il n'y a plus rien, absolument plus rien. Le village se meurt, faut reconnaître. La commune de Ville-sous-la-Ferté est-elle définitivement condamnée aux éternels regrets et à la lente désertification qui frappe inéluctablement tant de nos territoires ruraux? La volonté de sa municipalité et de sa population de réagir et agir en a décidé autrement. Aujourd'hui, les Bayas, habitants de Ville-sous-la-Ferté, sont activement mobilisés autour d'un projet fédérateur et ambitieux. La création dans la commune d'un écomusée du mètre en bois. C'est la commune, c'est la municipalité qui est à l'origine de ce projet. Lors de la vente publique qui a eu lieu en 2011, en juillet 2011, la municipalité a racheté toutes les machines, dont une partie se trouve là, et puis tous les matériels qui se trouvaient à l'intérieur, les mètres qui venaient d'être fabriqués, qui étaient prêts à partir, tout simplement parce qu'elle souhaitait, justement sous une forme associative, que soit créé un musée du mètre en bois. Voilà. Donc ça, c'est l'origine même de notre projet. Et là-dessus, une réunion publique a eu lieu et on était, je ne sais pas, une soixantaine de personnes qui se sont dérangées, des gens qui avaient travaillé, et puis des gens de l'extérieur qui sont venus parce qu'ils étaient intéressés par le projet. Les enjeux, c'est permettre justement que vive la mémoire locale de cette fabrication de mètres, parce que je me mets à la place des gens qui ont travaillé. Ça n'est pas mon cas, mais j'imagine que les gens qui ont travaillé peuvent s'imaginer quand même que c'est un peu dommage que ça ait disparu. C'est un petit peu notre espoir aussi, c'est de rentrer justement dans un circuit touristique où on retrouverait alors non seulement Bailleul, Clairvaux, mais aussi Colombey, la fleuristerie des rues d'Orge. Alors, au travers des réunions et retrouvailles, les souvenirs affleurent. Mémoire du travail, mémoire des gestes, mémoire des souffrances, mais surtout des bons moments passés ensemble
et d'un passé glorieux avec lequel tous souhaitent renouer. Ça, c'était les lames. Il y en avait une douzaine normalement. Et vous vous rendez compte que ça, on ne peut pas imprimer dessus. Et puis même, une fois que le double mètre ou le mètre est monté, ça casse. On trie les branches, on enlève les déchets, on les place dans les colonnes. Et ensuite, elles passent dans la machine, elles sont poncées pour les ramener à la même épaisseur. Donc il y a une machine qui met les ressorts au chaque bout. Et après, on les assemble avec des rivets. On avait une pédale et clope, donc ça rivetait. On les mettait en douzaine dans les boîtes. Et il y avait Julienne qui faisait les boîtes. La femme, elle faisait les boîtes de 2 vitesses, elle mettait les agrafes. C'était un carton et elle vous pliait ça en... Moi, j'y arrivais bien. Voilà. On pliait d'abord les côtés. Voilà. Après, on faisait comme ça, et tac, tac. Alors, avec la pédale. Tac, tac. On retournait, et tac, tac. On en prenait un, on faisait comme ça. Tac, tac. Tac, Ça sur la tac. machine. Une agrafe, Pédale. après on retournait. Vous voyez, et hop, tac, tac, tac. Ici, vous aviez une mèche. Vous avez la mèche là. Vous voyez? Donc on la démontait quand il fallait l'affûter. On démontait avec ce petit outil qu'elle a, que j'ai reconnu. Il fallait le faire nous-mêmes. On la retirait et on la remettait. C'était nous qui le faisions, ce geste. On l'emmenait à la mécanique pour qu'il nous affûte, parce qu'après le trou se faisait, c'était pas très joli, avoir la rondelle, c'était un petit peu... Et donc là, ça repartait. Mais des fois, les branches s'en mêlaient. Donc c'est pareil, le système, on mettait tous, il fallait les mettre tous dans le même sens. Dans le même sens, le glisser dans la colonne et les branches retombaient ici. Ça, c'est sûr, c'était ma mère. Elle a travaillé toute sa vie sur cette machine. Donc je suis contente de revoir, quoi. C'est sûr, c'est des souvenirs